Bonjour et bienvenue dans cette émission du 30 août 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons aborder un vaste sujet qui est celui de comprendre le phénomène totalitaire. Car la réalité, c'est que nous sommes engagés depuis 3 ans dans un déferlement totalitaire. Et je ne le dis pas bien sûr comme une métaphore ou comme une insulte, mais en me référant à la science et aux connaissances de ces processus, et en particulier à la meilleure connaisseure dans l'univers francophone qui est Ariane Biran, normalienne, docteur en philosophie politique et morale spécialisée dans la question du totalitarisme, docteur en psychopathologie, psychologue clinicienne, experte devant les tribunaux des phénomènes de harcèlement et qui est l'auteur notamment de différents livres, Les Chroniques du totalitarisme, Le débat interdit coécrit avec Vincent Pavant sur le langage, la logique et le totalitarisme et d'un ouvrage à sortir dans quelques jours, Psychopathologie du totalitarisme chez Guy Trédaniel. Je peux également bien sûr vous renvoyer à son site, son excellent site, arianebiran.com, où vous trouverez une masse d'articles et de références toutes plus passionnantes les unes que les autres, à un certain nombre d'émissions et d'enregistrements vidéo qu'on trouve sur le net, notamment qu'elle a enregistré avec Epoch Times, un colloque sur la dérive totalitaire sur les enfants, extrêmement intéressant, des entretiens avec Senta de Poit chez Kairos, enfin il y a vraiment une abondance de biens, et vous trouverez également sur ma propre chaîne YouTube un webinaire Penser le totalitarisme, tout un échange que nous avons eu à ce sujet, ainsi qu'une conférence que nous venons de tenir ensemble, où je l'ai interviewé sur les paramètres de cette folie, publiée par covidhub.ch. Sachez également que j'ai créé avec Ariane une masterclass. Alors ça, c'est un programme de formation payant, mais c'est ce qui se fait de mieux dans le domaine. Donc toutes les personnes qui voudraient aller plus loin dans penser le totalitarisme peuvent acheter ce programme ou en tout cas se renseigner à son sujet sur mon site jdmichel.com. Alors, il importe comme toujours d'être extrêmement précis sur ces questions. Et pour la plupart des gens, c'est flou. Les mots déjà ne veulent plus dire grand-chose et puis on les utilise comme ça, un peu comme ça passe. Et donc c'est facile de dénigrer l'emploi d'un mot par quelqu'un. Par exemple, si nous soulignons que nous sommes en dictature désormais dans nos pays, de nous entendre répondre « va faire un tour en Corée du Nord, tu verras comment c'est ». Ce qui montre juste que les gens n'ont pas compris. Alors, précisons les choses et c'est ce à quoi je vais consacrer cette émission. Distinguons pour commencer la dictature de la tyrannie, du totalitarisme, parce que ce n'est pas la même chose. La dictature, c'est quoi? C'est un régime politique dans lequel les pouvoirs sont concentrés dans les mains de l'exécutif. Alors qu'il y a normalement une répartition des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, l'exécutif prend en charge pratiquement tous les pouvoirs pour faire face à une menace extérieure. Alors, on se souvient de la dictature dans la Rome antique, c'est de là que ça vient, mais actuellement, nos pays sont sous un régime de dictature. C'est-à-dire qu'on a adopté des lois d'exception et puis on a porté atteinte au fonctionnement naturel des institutions. Quand Macron, par exemple, a exigé des candidats de son parti aux législatives qu'ils s'engagent à voter les textes qu'ils présenteraient s'ils étaient élus, nous sommes dans une atteinte à la démocratie. Ça n'est pas comme ça que ça doit se passer dans un état de droit démocratique. Ou à ce moment-là, c'est l'Assemblée nationale qui représente le peuple qui adopte les lois et le gouvernement qui exécute. On voit qu'il y a une impéritie, un renversement de cet ordre. La tyrannie, c'est quand une personne s'arroge, sans tenir compte de l'avis des autres, des pouvoirs et les concentre dans ses mains. Et tant la dictature que la tyrannie n'impliquent pas le totalitarisme. Un dictateur, ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Une fois qu'il l'a, il va attaquer ceux qui cherchent à le lui prendre, mais il ne va pas avoir comme obsession de régenter la vie des gens et notamment de contrôler ce qu'ils vont penser. Vous voyez ? Par exemple, l'Espagne franquiste ou la Libye sous Kadhafi étaient des dictatures. Ce n'étaient pas des totalitarismes.
C'est-à-dire qu'en Libye, si vous ne cherchiez pas à renverser Kadhafi ou que vous ne vous mettiez pas en travers de son chemin, vous étiez relativement libre de vivre comme vous l'entendiez. Ça n'est pas pour dire que c'était des bons régimes ou que c'était des gens recommandables, entendez-moi bien, mais ça ne relevait pas du totalitarisme. Le totalitarisme, c'est autre chose. Et Didier Raoult, citant Hannah Arendt, a très bien résumé ça récemment. Une dictature, c'est qu'on veut contrôler votre comportement. Le totalitarisme, c'est quand on veut contrôler ce que vous pensez. Et donc, je vais entrer sur les traces d'Ariane Biran dans une explicitation de la logique totalitaire. Parce que le totalitarisme n'est pas un régime politique. La dictature est un régime politique. Le totalitarisme, c'est un système. Un système qui est caractérisé par la négation de la liberté, une déshumanisation, nous l'avons abondamment vu, et le déni des sentiments des autres. Donc, j'insiste, ça n'est pas un régime politique, c'est un système au sein duquel le pouvoir n'a aucune légitimité et donc a besoin de se légitimer par l'idéologie, c'est-à-dire une histoire, un récit qui est en contradiction flagrante avec le réel et qui exige par là même une adhésion sectaire. Et ne peut pas être remise en question. Si c'est remis en question, tout s'effondre. C'est exactement ce qu'on voit avec la doxa du Covid, avec le narratif actuel au sujet du Covid. Si vous contestez le fait que le virus ait été particulièrement dangereux, que les tests PCR permettaient de savoir s'il y avait des vagues ou non, que le fait de priver les gens de soins auprès de leur médecin est ce qui a fait flamber l'épidémie, vous voyez, vous faites vaciller tout l'édifice et donc il y a un interdit de remettre en question le narratif. Et donc il faut bien comprendre que le système totalitaire ne peut pas exister sans l'adhésion de la population dans un phénomène de masse. Une population évidemment destituée de son esprit critique et qui soutient la dérive. Il n'y a pas de totalitarisme sans communication de masse. C'est pour ça que les masses médias ont joué un rôle tellement important, mais tellement problématique et, à vrai dire, criminel. Le totalitarisme institutionnalise ensuite l'état d'exception, avec pour ambition la domination totale sur l'individu dans toutes ses dimensions, physique, émotionnelle, mentale, spirituelle et corporelle. Il y a une ambition de domination absolue et planétaire à l'heure actuelle, c'est évident, et ceux qui l'ont à l'esprit ne s'en cachent pas. Bill Gates est en train de dire que c'est dramatique qu'il y ait des gens qui n'aient pas de documents d'identité et que l'identité électronique serait la meilleure manière de vérifier que tout le monde ait droit à l'identité. Mais on sait bien que c'est un obsédé du contrôle. Il a dit que par le développement de satellites et de stratégies de contrôle numérique, on serait capable de voir centimètre carré par centimètre carré ce qui se passe à la surface de la Terre. C'est des fantasmes qui sont prégnants dans leur discours. On n'a pas besoin de l'imaginer, il suffit de l'entendre. Et donc, le pouvoir, dans son illégitimité, fonctionne par transgression de la loi. Il gouverne par décret. Il instrumentalise les lois contre la protection des personnes, dont il devient le persécuteur. Et donc l'idéologie vise à modifier les représentations des gens pour les transformer en exécutants dépourvus d'esprit critique grâce à un phénomène appelé sidération. On l'a beaucoup vu dans les extraits que j'ai montrés, notamment de ce médecin cantonal neuchâtelois, Claude François Robert, qui est sidéré. Mais je pense que la grande leçon, et puis ce que j'essaye de faire passer dans mes enseignements, c'est qu'en santé publique, on doit aussi apprendre à maîtriser la communication et ces fake news. On ne peut pas rester passif par rapport à ça. On doit pouvoir en faire quelque chose parce que ça ne va pas s'arrêter. Il dit oui, il y a eu de la désinformation contre nous et on m'a attaqué. Mais il n'a pas mesuré ce à quoi il a participé. Les gens deviennent donc des fonctionnaires endoctrinés pour appliquer, exécuter et protéger l'idéologie, des chiens de garde, comme Serge Halimi l'a dit des journalistes il y a 20 ans déjà. Et donc, pour fonctionner, l'idéologie totalitaire doit mettre en avant un danger extrêmement grave avec un persécuteur, mais totalement décorrélé des faits. Nous sommes en guerre. L'ennemi est là, invisible, il rôde. Attendez, c'était la grippe. L'équivalent de la grippe. Puis maintenant, évidemment que l'ennemi, c'est ceux qu'on associe au virus. Et ce qui est mis en scène dans l'idéologie doit être réalisé.
Si on dit il y a une terrible épidémie et puis qu'il n'y a pas de mort, ça joue pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va filmer dans les services d'urgence des hôpitaux en n'ayant gardé que 37 hôpitaux pour toute la France pour concentrer les malades. Et là, oui, il y a des scènes de surcharge. On intube massivement les gens, ce qui les tue, pour dire regardez ce qu'il arrive si vous ne faites pas attention et si vous ne soumettez pas. Et donc, on est dans une théatrocratie, comme l'a appelé Maffezoli, mais avec de la casse réelle qui permet de justifier toute la dérive. Ce qu'on voit aussi très, très souvent sur le plan militaire ou terroriste avec les attentats sous faux drapeau. Les gouvernements provoquent, ou plutôt orchestrent des attaques terroristes pour pouvoir justifier le fait que le danger existe. Et donc, on fabrique le réel à partir du discours prophétique de la terreur. Plus les émotions sont fortes, plus les réactions sont stéréotypées. C'est ainsi qu'on pilote le collectif vers la terreur avec une idéologie en mouvance et donc on crée des chocs répétés successifs. Souvenez-vous comment on nous a raconté de chaque nouveau variant qui était toujours moins virulent que le précédent parce que c'est le cours naturel d'évolution des virus, mais à chaque fois, nouvelle menace, un variant encore pire va s'abattre sur nous. Il y a un extrait hilarant de la radio-télévision suisse où la malheureuse prof des HUG, mais qui a été très toxique, Alexandra Calmi, vient expliquer que c'est un scandale que le gouvernement n'ait pas acheté des stocks massifs de vaccins contre la variole du singe, parce que ça va être un problème majeur. Et le journaliste est là, oui, mais quand même, le gouvernement devrait se mobiliser. Enfin, on est dans la bouffée délirante. Et donc, le système totalitaire a besoin de faire évoluer en permanence la terreur. Pourquoi? Parce que le risque, c'est que la population retrouve son esprit critique et fasse cas de ce à quoi on l'a soumis. Et donc, il faut faire bouillir la marmite idéologique. La guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, les tremblements de terre, les risques sur l'alimentation et le fait de pouvoir se chauffer, les faits divers tragiques. Vous voyez, c'est des stratégies du choc incessantes parce qu'il faut que les gens soient en permanence soumis à des électrochocs, prennent des doses de plus en plus fortes pour pouvoir rester dans cet état de perturbation constante. L'idéologie façonne donc l'expérience. J'en ai eu un exemple dans un débat avec des journalistes où un journaliste a posé la question à mon ami Philippe Séguesser, médecin, oui, mais la mortalité, quand même, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Et Séguesser a dit non, en 2020, la mortalité n'a pas été différente que ce qu'elle aurait été normalement. Et là, le journaliste dit, oui, mais il y a quand même plein de gens dans les hôpitaux qu'on devait intuber. Vous voyez, il ne pouvait pas s'arrêter sur la première réponse valide à ce qu'il racontait, mais donc il devait toujours préserver l'irréalité de ce en quoi il croyait en traitant les retours d'expérience, c'est-à-dire les observations concrètes du réel, comme étant irréels. Non mais ça c'est complotiste ou c'est être covido-sceptique. Voyez ? Donc tous les faits qui ne concordent pas avec l'idéologie sont traités comme étant irréels. Et donc on est dans un délire au sens psychopathologique du terme. Le délire, c'est la perte de contact avec la réalité. En sachant que le délire totalitaire a toujours besoin de persécuteurs, étant donné qu'il est lui-même paranoïaque. Et donc, il doit désigner des ennemis en continu pour justifier la perte des droits et les sacrifices exigés par le régime. Il faut un ennemi, toujours in fine, un ennemi intérieur. La vraie maladie qui ronge, souligne Ariane Biran, et elle rejoint bien sûr Michel Maffezoli et Le Temps des peurs, c'est la peur, c'est la méfiance qui engendre la haine. Il est essentiel de désigner un ennemi fabriqué qui justifie de partir en guerre, qui entraîne la division, si vous êtes avec lui, vous êtes contre nous, et qui figure l'ennemi masqué intérieur, avec un mot d'ordre de persécution. On a vu la persécution des gens. Jordan Peterson, psychologue de réputation mondiale en Ontario, a été condamné par l'Ordre des psychologues à suivre des cours de rééducation sur la pratique des réseaux sociaux. Patrick Provost à l'Université Laval de Québec a été suspendu. Amin Umlil a été révoqué. Martine Vonner a été suspendue par l'Ordre des médecins. Il y a une persécution qui se met en œuvre parce que le système totalitaire a clivé deux parties irréconciliables dans la société, les dociles, qui croient tout ce qu'on leur dit et qui y adhèrent, et la partie pestiférée, qui n'a plus de droit et qui est considérée comme une sous-humanité et qui subit donc une tentation génocidaire. Alors, j'y reviendrai dans un autre épisode.
Contrairement à la tyrannie, le totalitarisme peut perdurer à la mort du tyran, parce que c'est pas personnalisé, c'est un système. Vous voyez, si Bill Gates meurt demain, ou George Soros, ou Klaus Schwab, le système va pas s'arrêter. Parce que même si ce sont des acteurs importants, ce ne sont que des acteurs de cette pièce. Et en fait, ça organise l'atomisation des individus en détruisant les solidarités et les groupes d'appartenance. Et on a bien vu comment les familles ont éclaté, les groupes d'amis ont éclaté. Je suis sûr que vous avez perdu des amis au cours de cette crise. Et toujours dans ce « Ah, mais alors t'es complotiste, toi ». Vous voyez, c'est le poison. Sont donc attaqués la famille, l'amitié, les loisirs, le travail, les groupes, les interactions. Tout doit être soumis à la dynamique totalitaire. Parce que la principale caractéristique de l'idéologie de masse, c'est l'isolement et le manque de rapports sociaux nourris. Ça contamine toute la sphère sociale, les esprits et les proches deviennent même les pires ennemis, l'état d'exception perpétue l'agression. Alors je termine avec le dernier élément vraiment important, c'est que la méthode du totalitarisme est le harcèlement, qui a pour but de conduire une personne à l'autodestruction. C'est exactement comme dans le harcèlement pervers au travail. Voyez, le but, c'est pas d'assassiner quelqu'un, c'est de faire en sorte qu'il se suicide, tellement il n'en peut plus, tellement il a été harcelé, et donc de conduire les gens à bout. Et on sait qu'il y a eu énormément de suicides. Dans différentes professions, les policiers, les soignants, les médecins connaissent des taux de suicide, les enfants ont commencé à se suicider. Tout ça, c'est le produit du harcèlement, avec toute cette propagande qui garantit l'endoctrinement sectaire dans une forme d'hypnose collective pour marquer les esprits par les images. Comme on l'a vu, les images court-circuitent la réflexion. Et donc, ça empêche de prendre de la distance et de penser. Il y a une avalanche et un zapping perpétuel. Et la mise au pas est assurée par la désignation des ennemis, la persécution des opposants, désignés avec une justification publique. Voilà, donc c'est ce dans quoi nous sommes. Nous verrons les tenants et aboutissants de cela lors des prochaines émissions, en rappelant qu'il y a toujours des paliers de décompression et des phases de répit. Donc de temps en temps, vous voyez, c'est comme la torture de la noyade. On plonge la tête de quelqu'un dans une bassine d'eau, puis juste au moment où il n'en peut plus, on la ressort, prend une bouchée d'oxygène, et dès qu'il hop, on le remet dedans. Donc, même sous Hitler, les lois contre les Juifs ont connu des phases de rémission et d'amélioration, suivies très rapidement de péjoration. Et donc, tenons-nous avertis, étant donné que tous ceux qui sont à la commande nous annoncent des temps très difficiles et très durs, avec des nouvelles pandémies destructrices, avec de nouvelles privations de droits, donc que cela ne tombe pas dans l'oreille de sourds. À demain.